Coucou Cécile, donc aujourd'hui vidéo sur les films que j'ai découverts durant le mois de mai, donc on va commencer tout de suite par un coup de cœur, Destination Finale Bloodline. Il nous aura fallu attendre 14 ans pour avoir enfin un nouvel opus de cette saga culte. Je pense que les fans seront satisfaits de ce nouvel opus sobrement intitulé Bloodline, grâce auquel on comprend que la direction de la saga change légèrement. Comme expliqué dans sa bande-annonce, on suit les descendants d'une survivante qui vont devoir échapper à la mort car techniquement ils ne devraient pas exister. La scène de la vision est surprenante, nous suivons un groupe de personnages attachants dans un jeu macabre, toujours aussi jouissif. C'est trash comme d'habitude, inventif et toujours très peu probable, nous montrant certains éléments et certaines situations comme une ligne de domino prête à tomber à tout moment. Il y a également une touche d'humour apportant un second degré qui apporte un vent de fraîcheur. C'est l'opus le plus long de la saga et ça ne se ressent absolument pas. C'est très bien rythmé et nous sommes pris dans ce récit car on veut savoir comment les personnages vont y passer. Le casting est aussi très cool, ça fait plaisir de retrouver Richard Harmon, Murphy dans Les Sangs, et Theo Bryon Jr. dans la série Chucky dans cette saga. Un nouvel opus réussi, et je pense qu'au vu de son succès, ça ne m'étonnerait pas que d'ici les 5 prochaines années sortent un 7e et 8e opus. Un mariage trop parfait, c'était plutôt sympa, Jennifer Lopez et les comédies romantiques dans les années 2000, c'était quand même quelque chose. Bon, ici rien de fou, on est sur un scénario de téléfilm de Noël, mais ce n'est pas désagréable. Les productions de cette époque et de ce genre dégagent quelque chose de chaleureux. Nous sommes sur une histoire gnangnan fleur bleue, mais qui fonctionne grâce à un duo attachant avec une bonne alchimie. C'est pas un grand film, mais c'est plutôt efficace dans son style. Sinners, excellent, c'était un projet que je sentais bien et je me suis régalé. L'un des points que je trouve regrettable, c'est le fait que ce soit un film de vampire, je sais pas si ça se dit, et été révélé dès l'annonce du projet. S'il nous avait laissé la surprise de ce point-là en salle, ça aurait été bien plus impactant. Brillamment mis en scène par Ryan Coogler avec un très bon casting, Michael B. Jordan excellent dans ses rôles. Le film dure 2h20 et il est divisé en deux parties. La première partie est similaire à un western, puis la deuxième partie nous plonge dans l'horreur froide et sanglante de la nuit. C'est glauque et je remercie Vampire Diaries de m'avoir appris certains codes du vampire, car ici, il joue beaucoup avec ces derniers. Dans un film de vampire de la sorte, on ressent toujours un petit côté 30 jours de nuit qui pour moi est une des meilleures œuvres du genre. Suspect numéro 1, voici une pépite du cinéma des TV, un film sorti dans l'indifférence la plus totale et pourtant c'est un thriller haletant. On suit d'un côté un jeune un peu perdu, junkie et un journaliste qui cherche à le sauver de la prison. C'est parfaitement rythmé entre passé et présent sans semblant comme les pièces d'un puzzle et on veut savoir l'issue de l'enquête. Les deux acteurs principaux sont excellents et le film devient plus impactant car il est tiré d'une histoire vraie. Rescue Down, le survival est un genre que j'aime beaucoup et quand il s'agit d'une histoire vraie c'est encore plus captivant. Nous partons pour 2 heures dans une descente aux enfers dans la jungle vietnamienne. Il nous est impossible de décrocher face à ce récit difficile, porté par un Christian Bale toujours excellent. Et en plus de ça, on voit que Steve Zahn est un acteur vraiment exceptionnel, qui a une grosse carrière mais dont on ne parle jamais assez. Niveau réalisation, c'est très bien, et le film a une imagerie qui fait très film des années 70-80, comme un genre de référence au film d'Oliver Stone sur la guerre du Vietnam. Lilo et Stitch, je n'avais jamais vu Lilo et Stitch, et avant d'aller voir le live action qui est sorti, je voulais rattraper ce classique et finalement c'était super. Je me demande comment j'ai pu passer à côté durant toutes ces années. C'est une aventure mignonne, touchante et surtout très drôle. Stitch est une créature avec un sacré caractère, attachant, attendrissant et imprévisible. Coccinelle plus tronçonneuse, Lilo est aussi un personnage très chou, qu'on prend plaisir à suivre, avec toute une thématique sur la famille, apportant un enjeu supplémentaire au film. Un classique de chez Disney que j'ai découvert tard, mais que je reverrai avec grand plaisir. Contrairement à sa suite, Lilo et Stitch 2, j'en ai parlé des centaines de fois sur mes réseaux, mais je suis un grand fan du cinéma des TV, direct aux vidéos. Ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais il fut un temps où Disney nous sortait des suites DTV de ses plus grands classiques. Lilo et Stitch 2, c'est complètement oubliable, même entièrement dispensable, une sous-histoire d'à peine 1 heure, remplie de sous-intrigues très peu intéressantes. Visuellement, c'est un peu moins joli que le précédent, et je trouve que l'heure se fait ressentir quand on ne rentre pas dans le récit, quand ce qu'on regarde n'est pas captivant. On dirait juste un épisode de série qu'on oublie dès l'instant où il se termine. Et malheureusement, c'est pareil pour Lilo et Stitch, le live action. C'était divertissant, mais il ne fallait pas s'attendre à grand chose malheureusement. Pour faire simple, c'est une fois de plus la copie conforme du dessin animé. Sauf que là, toutes les scènes ont été rallongées. Il y a quelques légers détails en plus, mais rien de trop marquant. Nous sommes sur un genre de version XXL du film d'animation. C'est pas mauvais, ça reste drôle, bien rythmé, la séance n'est pas très désagréable, mais une fois sorti de la salle, on ne le retient pas. Du moins pas autant que le film original. Une fois de plus, ce n'était pas nécessaire, et d'ailleurs ça aurait été bien de garder Ving Rhames dans le rôle de Cobra Bubbles. Mission Impossible, The Final Reckoning. De base, je suis pas fan de la saga Mission Impossible, on va dire que sur 8 films, je n'en apprécie que 3. Ce nouvel opus, pour moi, se rapproche plus d'un Fast and Furious post-Paul Walker, c'est-à-dire toujours plus gros, toujours plus surréaliste, bref, du too much. Le scénario est un foutoir presque incompréhensible et trop gros pour être crédible, avec des facilités scénaristiques qui s'enchaînent durant tout le film. Les personnages se téléportent, la quasi-totalité du casting fait de la figure
configuration, puis malheureusement j'ai ressenti les 3 heures de film. Mission Impossible, c'est du grand spectacle, donc l'expérience en salle reste unique, surtout que les scènes d'action sont excellentes et que la tension est parfaitement gérée, et du coup on verra si c'est bien le dernier opus ou non. Diamant Brut c'était plutôt sympa, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour la gloire et l'argent? Beaucoup trop loin pour la plupart d'entre nous. Nous suivons une jeune fille perdue qui souhaite faire de la télé-réalité et devenir influenceuse, peu importe les dires de chacun. On ne peut pas ignorer le côté dénonciateur du film, notamment avec les castings pour ce genre d'émission, et bien évidemment la culture du néant qui envahit nos réseaux sociaux. En soi, on pourrait tous percer grâce à notre physique, nos vêtements et à ce qu'il y a dans notre assiette. Que l'on suive ou non la télé-réalité, on a tous eu écho au moins une fois de certaines polémiques qu'il y a eu. Et dans le film, il y a des références à certaines d'entre elles, comme au passé de certains candidats. Idi Razougli est un excellent comédien, ça je le savais, mais Malouk Ebidzi, c'est une révélation. Elle ne joue pas, elle est totalement habitée par son personnage et c'est bluffant. Il y a également un côté spirale infernale et descente aux enfers du personnage principal, durant le temps où elle attend sa réponse, dans sa vie personnelle, des plus instables. Le film pose également d'autres questions, comme par exemple, comment être prêt à intégrer le show business quand on est aveuglé par nos rêves, et surtout, quand nous ne sommes pas préparés. Cooties, c'était plutôt sympa, ça fait plusieurs années que je voulais voir ce film et finalement je me suis bien amusé. Un bon casting, une comédie horrifique loufoque avec des enfants zombies. C'est simple, efficace, trash et drôle. Nous sommes face à une pépite du cinéma des TV une fois de plus, un film méta rempli de références qui feront sourire les nerds que nous sommes. Un bon moment de détente devant ce film. Jeu d'intérieur, c'était correct, une production Netflix dont personne n'a parlé et pourtant le concept est fort. En gros, on suit une soirée dans laquelle des jeunes vont jouer à un jeu grâce à une machine et ils vont pouvoir échanger leur corps. Pour un genre de qui est grandeur nature. Le concept est bon et c'est ça qui sauve le film. Les acteurs ne s'en sortent pas trop mal, mais on est principalement sur des histoires d'adolescentes pas si intéressantes que ça. Elles tournent principalement autour des relations et des non-dits. 1h25 aurait suffi et finalement le film dure 1h45 et ça devient, à mon sens, rapidement long. D'un côté, je vois ce film un peu comme du gâchis, car le potentiel était présent, sauf qu'ils sont restés sur quelque chose de grandement conventionnel. Perfect Sense, c'était moyen. Ce film me fait penser à un autre métrage tout aussi moyen dans lequel un virus fait perdre la vue à des gens qui s'appellent Blindness, sauf que là, le virus fait perdre les 5 sens petit à petit. Sur le papier, c'est une excellente idée qui donnerait probablement une très bonne série. Dans ce long métrage, ce n'est pas très intéressant. On suit une romance plus proche d'un 50 nuances que d'un Nicolas Sparks, avec cette maladie qui touche le monde, remplie d'images de pseudo-archives fictives ou réelles, avec une narration loin d'être captivante. Pour moi, le gros point positif du film, c'est de retrouver Ewan McGregor et Ewan Bremer dans le même film entre les deux Trainspotting. Pas mauvais, mais pas vraiment mon délire. Players Club, ça par contre c'était mauvais. J'ignorais que Ice Cube avait réalisé un film et j'aurais préféré avoir autre chose. C'est un film qui se passe dans le ghetto, se déroulant principalement de nuit, nous plongeant dans les gangs et le monde douteux de la nuit. La réalisation est moyenne et niveau scénario c'est d'un vide absolu. Je sais pas si c'est sorti en salle en France, mais nous sommes sur de la qualité téléfilm du dimanche après-midi. Un film naze mais qu'on regarde parce qu'il y a rien d'autre. Le début est plutôt intéressant, même si grandement expéditif, puis ensuite ça devient mou et interminable. Pourtant, ça ne dure qu'1h30. Là où ce n'est pas trop mal, c'est dans son casting, on peut retrouver Bernie Mac, Ice Cube, Jenny Fox, Michael Clark Duncan et Monsieur Terrence Howard. C'était pas ouf et aujourd'hui le film semble totalement oublié. The Cell, pas mon délire non plus, j'étais trop petit à cette époque mais j'ai l'impression que dans les années 2000, Jennifer Lopez était au plus haut de sa popularité, notamment au cinéma. On ne s'en rend pas compte mais elle a quand même une grosse carrière avec tout type d'œuvres. The Cell, c'est un thriller de SF un peu perché, avec un Vincent D'Onofrio qui joue les Cénobites. L'enquête est plutôt sympathique à suivre, mais tout le reste, comme ce qui se déroule grâce à cette machine, ne m'a pas vraiment convaincu, même s'il vous reconnaît l'originalité du métrage. Je ne pense pas que ce soit un mauvais film, mais je suis pas le public cible. Il y a une suite et je crois que c'est du DTV, donc pourquoi pas la voir. Attention, chef-d'œuvre, Avalanche Shark, ça c'était vraiment fun par contre. Des requins dans la neige. En vrai, pourquoi pas? En soi, la neige, c'est de l'eau, non? Bon bref, Avalanche Shark, c'est complètement absurde, mais c'est très bon dans son genre. Un scénario inexistant, des acteurs médiocres, et un requin en 3D très laid. L'avalanche de n'importe quoi commence dès le début, avec un vigile bof, des filles en bikini, un redneck et un couple loin d'être marquant. Maintenant je spoil. À un moment, des personnages qui recherchent son pote ou son frère dit au vigile qui s'en fiche « I'll be back ». Comme dans toutes ces productions, il y a des enchaînements de scènes avec des personnages qui sortent pour se faire croquer. Il y a une scène complètement lunaire d'une meuf qui dit à son mec « Je sais pas si tu préfères mes seins ou la pointe de mes seins ». Je vous jure que ce dialogue existe, la VF de ce film c'est vraiment quelque chose, et c'est une drôle d'expérience d'ailleurs. Puis ensuite elle se fait croquer et elle dit « Ah, tu fuis toujours tes responsabilités !» Quand son mec se barre parce qu'il a peur en voyant la bestiole. Il y a un groupe de filles qui passent tout le film dans un jacuzzi, ça n'a aucun sens, surtout qu'elles se font croquer par le requin qui sort de je ne sais où. Le final de l'histoire s'arrête net, puis ensuite on est dans un futur lointain en plein désert 3D digne d'une cinématique PS2, et un requin qui bouffe un robot, et c'est tout. Encore du grand cinéma, mais par contre celui-là, je me suis pas ennuyé et je me suis même bien amusé devant. Et quand je regarde ce genre de production, c'est mon objectif numéro 1. Une vie à deux, dites-moi qui
qui j'imite? Ouais, Bruce Willis, c'est pas un bon acteur. Les gens qui ne savent pas de quoi il parle. Bruce Willis est principalement connu pour les films d'action, mais il n'a pas fait que ça. Une vie à deux, c'est un drame romance autant touchant que déchirant. Bruce Willis offre une prestation comme il en a trop rarement interprété. Dans son registre, son potentiel dramatique est colossal, et il est accompagné de Michelle Pfeiffer qui est également brillante. Nous montrant un portrait de la vie commune réaliste, beaucoup de personnes pourront se reconnaître dans l'histoire de ce film. Nous questionnant aussi en tant que spectateurs sur l'amour. Est-il éphémère? Est-il réel? Ou disparaît-il avec les années? Beaucoup de questions et beaucoup trop de probabilités pour les affirmer ou non. Une très belle œuvre. The Cloverfield Paradox. J'hésite encore à savoir si je l'ai trouvé moyen ou mauvais, mais en tout cas, ce troisième opus est le plus faible de la saga. Ce qui est bien avec le Cloverfield, c'est que même si on sait que c'est la même saga, en regardant les opus, on pourrait voir 3 films indépendants. Cloverfield Paradox, c'est un sous-alien de A à Z. Les personnages sont inintéressants, l'histoire brouillonne, et certains moments trop gaguesques pour être crédibles, comme tout le délire avec le bras du gars et le personnage d'Elizabeth Debicki. La réalisation est plutôt correcte, et comme toujours, Daniel Brühl apporte une plus-value. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a de bien dans cet opus. Moonwalkers, très bonne surprise, je savais pas à quoi m'attendre venant de ce film, et au final je me suis bien amusé. En 2024 est sorti un film avec Channing Tatum qui s'appelle To the Moon. En gros, Moonwalker parle de la même histoire mais en version détournée. C'est trash, vulgaire et violent, porté par un duo loufoque enchaînant les situations improbables. Le plus beau dans tout ça, c'est que ce n'est pas du DTV, c'est bien sorti en salle. Bon, le succès n'a pas été au rendez-vous, mais ça fait plaisir de voir une œuvre aussi originale dans les salles obscures. En parlant de ça, le concept du film est très bon. En gros, il détourne une histoire, ou plutôt une rumeur qu'il y a eu à l'époque. Détourner des histoires vraies, bon, pas dans toutes les situations, mais dans certaines, ça peut donner une œuvre vraiment intéressante. L'amour, c'est surcoté, gros coup de cœur pour ma part. J'ai senti ce projet dès sa bande-annonce. L'histoire m'a intéressé, et surtout la présence d'Hakim Gemili, qui est pour moi un excellent comédien. Nous sommes sur un drame romance maîtrisé du début à la fin, le duo principal fonctionne très bien, l'alchimie est présente, et le naturel des deux comédiens fait que l'on croit à cette histoire, et on m'y plonge sans difficulté. Au-delà de ça, le film est rempli d'humour venant de tous les personnages qui se balancent des vannes sur à peu près tout. Le film est aussi plus profond qu'il n'y paraît. C'est un film qui parle de la vie, d'amour, de rêve, de peur et aussi de deuil avec une sous-intrigue importante dans les développements du personnage principal. Une très belle œuvre avec une affiche sublime. John Wick 4, c'était plutôt divertissant. Point positif du film, Scott Adkins en cosplay du Caïd et le reste, c'est simplement du DTV blockbusterisé. Rien de plus. Si Michael J. White était à la place de Keanu Reeves, le film serait sorti sur Prime Video et personne ne l'aurait calculé. En soi, c'est pas mauvais, mais 3 heures pour ça. Si je dois me taper 3 heures de baston, je préfère aller regarder du catch, jouer à Mortal Kombat. La réalisation est bonne avec toujours un travail des chorégraphies et des couleurs nous offrant de beaux plans, mais sinon, je ne suis pas convaincu. Ah oui, et le final, à d'autres. Until Dawn, c'était une très bonne surprise. J'ai jamais joué aux jeux vidéo car j'aime pas trop ce genre de jeu, mais le film, lui, était vraiment cool. Un concept simple sur 1h30, à ça de croire que nous sommes sur une production Blumhouse. C'est une boucle temporelle, donc il y a évidemment un côté die and retry propre à l'univers du jeu vidéo, mélangeant de nombreux styles horrifiques au sein du même film. Slasher, possession, monstre, huis clos, fan footage, avec un côté slasher qui nous charme de par son classicisme, rappelant celui des années 2000. La voiture, la forêt, les jeunes, la cabane, et bien évidemment le mec bizarre de la station-service. Le casting est très bon et il y a une scène qui m'a mis assez mal durant le film et je crois que je peux le dire, j'ai flippé. Hormis ça, les rebondissements sont surprenants et on rigole même par moments. Et maintenant, côté série, Astérix le combat des chefs, c'était une très bonne série. Je pense qu'on pouvait avoir confiance à 100% à Alain Chabat pour cette série Astérix. Ça fait plaisir de retrouver ces deux personnages dans un projet réussi après le désastreux film de 2023. C'est drôle, rempli de références, bien rythmé et avec un casting 5 étoiles. Bref, nous sommes sur du Chabat pur jus. C'est une série courte qui se regarde d'une traite. Je dirais même qu'on est plus sur un long film que sur une série. Visuellement, je trouve que c'est toujours beau et pour moi, Astérix a réussi son passage à l'animation 3D depuis le domaine des dieux. Un très bon moment et à voir s'il y aura d'autres saisons. Only Murders in the Building saison 3. C'était une saison correcte. Dans cette 3e saison, ce trio iconique devra à nouveau faire face à une nouvelle enquête, celle du meurtre d'un acteur célèbre. L'ambiance de la série est vraiment bonne, c'est plaisant de suivre les personnages qui sont attachants, cependant ça manque grandement de rythme. Passé la moitié de la saison, ça devient à mon sens interminable. Ça tourne en rond, les discussions sont vides et trop nombreuses pour un résultat plus qu'assommant. Le final n'apporte pas non plus une grande satisfaction, que ce soit pour la révélation du tueur, comme pour celle du cliffhanger, qui ne donne pas spécialement envie de voir la suite. Mais bon, j'ai vu la bande-annonce, je sais qu'il y a Eugène Levy, Eva Longoria et Zach Galifianakis, donc j'ai quand même hâte de la voir. La Palma, une très bonne série. Fan du cinéma de Roland Emmerich, j'adore les œuvres traitant de catastrophes naturelles. C'est une série Netflix qui dispose de l'une des plus grosses qualités du monde, c'est que ça vient de la Norvège, un pays dont chacune des productions est une valeur sûre. Nous suivons une famille de touristes en vacances qui va faire face à un terrible tsunami qui ne sera pas sans rappeler ceux qui ont marqué l'histoire ces dernières années. La Palma est une mini-série sur seulement 4 épisodes. J'ai trouvé les 2 premiers
premiers épisodes assez mou, ça manquait un peu de rythme et c'était pas très captivant. Mais disons que ça prend le temps de bien mettre tout en place. Les 2 derniers épisodes sont excellents, la tension monte, visuellement c'est spectaculaire, on a peur pour les personnages, tout s'enchaîne de façon haletante, multipliant les rebondissements, jusqu'à un final profondément frissonnant. Une très bonne surprise. C'est tout pour ce mois de mai. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube. Ah 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 ah.